bonjour à toi et bienvenue dans ce rendez-vous économique numéro 1. Donc c'est le premier épisode d'une série qui sortira de manière hebdomadaire, dans laquelle je vais à chaque fois te raconter, te dire ce qui s'est passé économiquement parlant sur les marchés la semaine précédente. Voilà, je trie les informations parce que bien sûr il se passe beaucoup de choses et je trie les informations et je fais en sorte de garder l'essentiel, et à chaque fois j'essaie de faire un lien avec ce qu'on peut avoir sur les marchés, que ce soit sur le forex, actions, etc., etc. Tout ce qui nous intéresse, qui est tradable pour pouvoir bénéficier euh, d'une probabilité en plus que nos analyses s'exécutent. Dans cette vidéo, je vais parler du mystère des taux de la Fed. Voilà, il y a un petit mystère qui plane, c'est la grande discussion en ce moment. Quand est-ce qu'ils vont réduire leurs taux? Est-ce que ça va être en mars, en avril, en juin, juillet? Moi j'ai mon petit pronostic depuis pas mal de temps. Je vous l'ai présenté dans la vidéo sur le cas de l'économie américaine. Donc je t'invite à aller la voir si jamais tu l'as pas encore vue. Je t'explique vraiment tout mon raisonnement qu'il y a derrière. On va parler de l'effet Trump, si jamais il est élu, l'effet qu'il pourrait avoir sur le peso mexicain. On va parler de la situation délicate pour Apple, ils sont dans une situation assez compliquée. Et on va parler également de ce qui se passe en mer Rouge, il y a eu quelques nouveautés. On va parler du cas Boeing. Et quelque chose qui me fait un peu rire, c'est la crise des faux riches, que j'appelle ça, concernant le marché du luxe. Donc ça c'est pour cette vidéo là. On va commencer tout de suite par le point numéro 1. Donc par rapport au taux de la Fed, on a un monsieur qui s'appelle Monsieur Waller, qui travaille à la Fed et qui a fait un discours. Donc lorsque le moment sera venu de commencer à baisser les taux, je pense que ceux-ci peuvent et doivent être réduits de manière méthodique et prudente. Donc j'ai surligné en jaune les points forts de son discours. Au cours de nombreux cycles précédents qui ont débuté après que des chocs économiques ont menacé ou provoqué une récession, le FOMC a réduit les taux de manière réactive, et cela rapidement et souvent dans des proportions importantes. Cependant, dans ce cycle, avec une activité économique et des marchés du travail en bonne forme, donc comme on l'a vu dans la vidéo concernant le marché américain, voilà, l'activité économique est plutôt bonne, on a un marché du travail plutôt, voilà, on a un taux de chômage qui stagne, etc. Bon, globalement, les personnes continuent de consommer. En gros, c'est la grande chose qui ressort de ma vidéo, mais je t'invite quand même à aller la voir, elle est intéressante. Et donc du coup, voilà, on a une activité économique, on a un pays qui se porte plutôt pas trop mal par rapport aux taux qui sont aussi élevés. Donc voilà, dans ce cycle comme ça, et une inflation qui descend progressivement à 2%, je ne vois aucune raison d'agir aussi vite ou de réduire aussi rapidement que par le passé. Donc du coup, en gros, il est en train de dire que il y a l'inflation qui descend petit à petit, malgré que bah voilà, il y a une économie plutôt bonne, hein, aux États-Unis. Donc du coup, il n'y a pas de raison de réduire rapidement les taux de manière très rapide et importante, euh, comme il a été fait au contraire durant le cycle précédent. Et donc du coup, voilà, là on a le rendement, on a le graphique du rendement américain à 10 ans qui, tu le vois, a bondi en fait, qui a augmenté euh, euh, pile au moment où Waller a fait son discours. Pourquoi? Parce qu'en fait les gens commencent à se rendre compte que bah, finalement ils ont peut-être un peu surestimé l'arrivée des baisses des taux, de la baisse des taux, du coup les gens ont dit voilà, oui, la Fed va baisser les taux dès le début d'année, etc. Voilà, ils étaient très sûrs que voilà, ils allaient baisser leurs taux très rapidement. Et forcément, bah, là, ça montre qu'ils se sont trompés. Donc moi, ça, je suis content, je l'avais anticipé. Bah, voilà, encore une fois, je l'explique dans la vidéo concernant l'économie américaine. Et donc du coup, tu vois que ça a fait augmenter tout ce qui est rendement américain à 10 ans. On est passé de 4% à 4 au plus haut, à 4,08. Mais bon, ça c'est en quelques heures, d'accord? Ça peut te paraître une croissance très faible, mais tu vois, voilà, c'est un graphique très court terme. Tu vois que là, par rapport aux fluctuations qu'il y a là, c'est gigantesque. Donc voilà pour ce petit point là. Je vais essayer de passer rapidement, de pas trop m'attarder sur chaque sujet, sinon les vidéos vont durer à chaque fois 4 heures. Euh, donc voilà, toi n'hésite pas à me poser tes questions dans le Discord par rapport à tel ou tel point que je vois. Si jamais tu as des questions, je te répondrai avec plaisir. J'essaie d'être quand même assez concis pour que voilà, on reste sur une vidéo un temps de vidéo regardable et pas que ça dure trop longtemps. Donc voilà, faut savoir que là, la conclusion de ce graphique-là ainsi que ce discours-là, c'est que en fait, la Fed risque de réduire progressivement les taux et moins rapidement que ce que les gens l'avaient prédit. Ok, donc là on va parler de l'effet que pourrait avoir
l'élection de Donald Trump sur le peso mexicain. Donc là déjà il faut savoir qu'il y a une erreur, d'accord. Il y a une erreur, ça c'est ils sont trompés, c'est pas mexicain, c'est pas le pesos mexicain contre le dollar, c'est le dollar contre le pesos mexicain. Ok, ils ont inversé, c'est une petite erreur de leur part. J'ai regardé sur mes graphiques, moi voilà, j'ai mis USD MXN et voilà, c'est là où Trump a été élu et on voit que du coup la forte hausse n'est pas sur le MXN USD, mais sur le USD MXN. Ça déjà, faut le remettre dans son contexte. Donc, tu n'es pas sans savoir que les élections américaines, ça a un grand impact sur l'économie, parce que ça touche, voilà, c'est l'économie la plus forte mondialement, donc forcément, changement de président, ça change totalement la stratégie du pays, donc voilà, ça a un fort impact. Et tu n'es pas sans savoir que aussi l'histoire se répète en finance. Donc on peut se servir de ce qui s'est passé dans le passé pour prédire ce qui va se passer dans le futur. La plupart du temps, si on fait des statistiques, ça fonctionne. Et donc là, on peut voir que donc là encore une fois c'est l'USD MXN, d'accord. Lorsque Trump a remporté les présidentielles, le pesos mexicain a perdu énormément de valeur par rapport au dollar. Ok, donc là, voilà, le dollar a pris en valeur par rapport au pesos mexicain. Et donc du coup, on a un pesos mexicain. Du coup, si le dollar prend la valeur par rapport au pesos mexicain, c'est-à-dire qu'inversement, le pesos mexicain en perd énormément. Et ça pourquoi? Parce que tu le sais que Trump, il a une politique assez difficile, assez dure envers les étrangers, l'immigration, etc. Et donc du coup, ben, ça impacte directement le Mexique, d'accord? Tu sais que voilà, lui, il parlait de mettre une frontière au Mexique, etc. pour empêcher d'entrer. Voilà, il met des barrières commerciales, etc. On le verra sur la slide d'après. Notamment aussi envers la Chine. Et donc du coup, ce qui fait que voilà, quand Trump a gagné les élections, on a un peso mexicain qui perd en valeur énormément. Énormément, énormément. Et là, tu vois que là, lorsque Trump a gagné donc les pré-présidentielles, il faut savoir qu'il y a des. C'est pas comme en France où nous on a plusieurs candidats et voilà, on vote parmi une dizaine. Nous, enfin aux États-Unis, il y a toujours un face-à-face entre deux personnes qui sont préélues par les villes. Ok, donc il y a plusieurs personnes, donc c'est le parti républicain contre le parti démocrate. Et donc du coup, il y a plusieurs personnes qui veulent représenter le Parti démocrate et plusieurs personnes qui veulent représenter le Parti républicain. Et en fait, ils vont dans les plus grandes villes, ils font leur speech, tout ça, et après les villes votent pour qui va se retrouver en face à face avec l'autre parti. Ok, donc il y a un peu des préélections. Des préélections. Et là, tu vois que durant la préélection, Trump il a gagné une ville importante, l'Iowa, et tu vois que là, pareil, donc là c'est encore une fois le dollar par rapport au peso mexicain, ils se sont trompés. Tu vois que le peso mexicain perd de la valeur par rapport au dollar. Ok, donc là je vais pouvoir te montrer ce que ça donnait sur les graphiques. Ok, donc là tu vois là, donc là c'est Trump, il a été élu le 8 novembre. Ok, 8 novembre 2016, il a gagné face à Hillary Clinton. Et tu vois là c'est le graphique du dollar par rapport au peso mexicain. Et tu vois que le dollar prend énormément en valeur. Donc ça veut dire qu'en fait le peso mexicain en perd énormément en valeur. Pourquoi? Parce que ben, si Trump, comme Trump a été élu, ils savent que il va y avoir des répercussions, il va y avoir des répercussions sur leur monnaie, ok. Forcément, parce qu'ils vont leur mettre des barrières. Il aime pas trop voilà, les étrangers, voilà, tout ce qui est Mexique, tout ce qui est voilà, aux alentours. Voilà, il faut savoir qu'il a une campagne Trump qui s'appelle The American First, si jamais je me trompe pas. Donc c'est vraiment les Américains d'abord, et puis bon, voilà, c'est très centré, voilà, et les étrangers, voilà, ils limitent l'immigration, etc., etc. Et donc du coup, tu vois que ça, tu pouvais le voir graphiquement, ok. Tu avais une énorme trendline à ce niveau-ci, ok. Une énorme trendline à ce niveau-ci, et comme par hasard, bon, ben, on vient liquider, et hop, on vient faire des plus hauts, ok. On vient, ça bug un petit peu, hop, on vient liquider, et hop, on vient faire des plus hauts. Donc du coup, actuellement, bon, là on en est encore loin, on est à l'heure où je tourne la vidéo, on est en janvier et les élections sont en novembre. Mais tu vois, si jamais tu vois par exemple une trendline se former avant les élections, quelques semaines avant, eh ben tu peux te dire, hop, potentiellement, acheter ici parce que ben peut-être que voilà, faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, tout ce qui est voilà en finance, voilà. Moi je pense que les personnes savent, voilà. En novembre 2016, Trump a été élu officiellement, mais je pense que voilà, il y a des personnes qui savaient que Trump allait gagner en avance, un accord s'était préparé, parce que comme par hasard, tu vois que là en 2016, tu as une trendline ici qui se crée, voilà, qui commence, voilà, qui se renforce en août,
qui se renforce en octobre, et hop, comme par hasard, on prépare la liquidité pour des plus hauts. Ok, donc bah, pour moi, tout est, voilà, on ne sait pas tout, d'accord? Je pense que c'est prévu à l'avance. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ça fait pas partie non plus de- du sujet de la vidéo. Moi, je fais de la finance et du trading, pas de la politique. Mais donc du coup voilà, l'impact qu'il pourrait y avoir, c'est si on voit qu'il y a une trendline qui commence à se former un peu avant les élections ou quelques semaines avant, bah, potentiellement chercher à acheter USD MXN. C'est quelque chose qui pourrait se faire parce que c'est tradable, d'accord? Donc voilà, c'est un lien très intéressant avec une paire Forex. euh, que tu pourrais, bon voilà, ça c'est sur du long terme, ça va plus être vers la fin de l'année, mais voilà, si jamais vers la fin de l'année tu vois une trendline qui se forme avant les élections, bah, tu repenseras cette vidéo et potentiellement tu te diras, bon bah, si je vois une confirmation, je pourrais prendre un achat, tu vois, donc là bah, forcément, bon, j'imagine qu'il y a peut-être une confirmation à l'intérieur. Si on va en 1 heure par exemple, voilà, regarde, qu'est-ce que tu vois là, on crée un support, ok, boum, tout ici, on crée un support. Et puis là, voilà, tu vois, il y a un BOS, et donc du coup, c'est bon. Là c'est tellement impulsif, je pense que c'est impossible de rentrer là. Mais bon, si jamais par exemple tu avais acheté quelque part par là, parce que tu vois que voilà, on a une trendline, là en plus on a une autre liquidité, voilà, il y a tout qui nous dit que ça va faire des plus hauts. Tu te mets par exemple avec un SL, voilà, un SL assez conservateur en dessous de par exemple la structure à ce niveau-ci, ok, et venir target des plus hauts, bah, tu vois que ça fonctionne très bien, ok, ça fonctionne très bien. Bon, voilà, tu peux bricoler quelque chose, tu peux chercher à intervenir en achat si jamais tu vois que on a un scénario comme ça qui se répète pour fin 2024, parce que tu le sais que voilà, historiquement tout se répète. Donc si Trump gagne les présidentielles, je te garantis que le peso mexicain va perdre de la valeur face au dollar, c'est quasi automatique et obligatoire. Donc il y a d'autres réformes que Monsieur Trump veut mettre en place, notamment, je t'ai mis les plus importantes ici, enfin les plus importantes, je ne me suis pas amusé à lire toute la campagne de Trump non plus. Moi c'est vraiment les choses les plus importantes que j'ai vues qui sont ressorties. Il va y avoir une hausse des douanes de 10%, donc forcément ça va avoir un impact positif pour les États-Unis, hein, étant donné que ça va coûter plus cher, de faire sortir voilà, de la matière du pays, donc du coup les pays à- qui vont acheter des produits, des ressources aux États-Unis, ça va leur coûter plus cher parce que les taux de douane vont augmenter. Et il prévoit de mettre des barrières commerciales à la Chine parce que tu sais que voilà, il y a une grande guerre entre la puissance chinoise et la puissance américaine. Et donc du coup, si Trump est élu, il prévoit de mettre des barrières commerciales à la Chine. Il va y avoir une baisse des impôts, donc notamment, voilà, il va pouvoir baisser les impôts pour pouvoir aux Américains grâce à l'argent gagné grâce aux hausses des douanes. Et également, on aurait un départ de Jérôme Powell à la fin de son mandat. Voilà, donc c'est Donald Trump qui l'a élu à la tête donc de la Federal Reserve. Et là, tu as Trump qui a dit que bah, si jamais, voilà, c'est lui qui est élu, Jérôme Powell ne serait pas, comment dire, il ne continuerait pas à être à la tête de la Fed. Donc ça aussi, ça peut changer parce que qui dit nouveau président de la Fed dit potentiellement nouvelle stratégie, donc nouveaux impacts sur les marchés. Donc voilà. Et comme tu as pu le voir, il va y avoir des barrières, si Monsieur Trump est élu, des barrières commerciales pour la Chine. Donc forcément, ça va être plus difficile pour la Chine d'acheter des ressources, de commercer avec les États-Unis. Donc on pourrait avoir, encore une fois, si Trump est élu, une hausse du dollar américain et une baisse du yen japonais. Donc du coup, graphiquement, on pourrait avoir quelque chose comme ça, des zones qui pourraient être intéressantes pour acheter, non loin de l'élection de Donald Trump. Et USD yen japonais, c'est quelque chose qui est tradable également sur la plupart des brokers. Donc voilà, il y a deux choses que tu pourras trader en utilisant l'effet Trump. C'est le peso mexicain, enfin c'est le dollar face au peso mexicain, et également le dollar face au yen japonais. Donc voilà pour l'effet Trump sur potentiellement le marché s'il est réélu. Donc là maintenant on va parler du cas de Apple, qui graphiquement on pouvait le voir, d'accord, qui allait avoir des plus bas, d'accord, on a vu ici une zone de liquidité, une prise de liquidité, une deuxième prise de liquidité, donc voilà, maintenant tu le sais grâce à la section 3 que tu as souvent une prise de liquidité et le prix part, ou il peut y en avoir une deuxième. Là ça a été le cas, il y en a eu deux, tu vois qu'ensuite on a fait un BOS, et on a une trading range qui se situe ici, donc je vois une chute de Apple, voilà, jusqu'à au moins la trading range. Et ça, en fait, ça c'est intéressant parce que ça te montre que tous les problèmes futurs qu'une entreprise peut avoir,
les personnes ont l'info, la smart money a l'info avant, et donc du coup tout est pricé sur le marché. Tu vois, là on pouvait le voir qu'il était en train de distribuer, qu'il y avait quelque chose qui allait se passer sur Apple, un mouvement baissier. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques temps après? Donc Apple va commencer à vendre des versions de ses montres série 9 et Ultra 2 sans fonction d'oxygène sanguin aux États-Unis, après un revers juridique dans son litige en matière de brevet. Donc ils n'avaient pas le brevet, enfin il y avait un litige avec le brevet, il y avait des problèmes en termes de véracité des statistiques qui ressortaient par rapport à cette fonction-là. Et donc du coup ils vont devoir vendre leur montre sans cette fonction-là. Donc forcément ça leur fait mal, les gens vont être moins intéressés. La cour d'appel américaine du circuit a refusé d'accorder à Apple une pause plus longue. Donc pourquoi Apple voulait une pause plus longue? Il voulait une pause plus longue pour forcément euh, se relancer et créer du coup euh, donc des versions série 9 et Ultra 2 sans la fonction oxygène. Sauf que là, comme c'est pas le cas, en fait, ils se retrouvent avec des montres série 9 et Ultra 2 entre les mains avec la fonction oxygène qui ne peuvent pas vendre. Donc du coup, forcément, ça fait un manque à gagner énorme et ils n'ont pas eu le temps de s'adapter et de créer ces montres-là sans la fonction oxygène. Et là, du coup, ils auraient pu continuer à vendre. Donc là, du coup, c'est pas le cas. Du coup, forcément, ça fait mal à Apple, d'accord? Ils perdent, l'action perd pas mal en valeur. Donc tu vois que tout était pricé, hein. Ça, tu pouvais le prévoir, d'accord? Tu voyais une distribution ici. Ça, c'est une chose. Et après, donc voilà. Cela signifie qu'Apple doit cesser de vendre des montres dotées de la fonction mesure de l'oxygène en attendant l'appel de l'interdiction, un retard qui pourrait durer un an ou plus. Donc pendant un an, Apple a deux gammes, donc la série 9 et la Ultra 2, deux gammes de montres qui est à l'arrêt totalement. Donc du coup, tu sais que ça fait un manque à gagner énorme. Et si c'était pas assez, on a également Apple qui est sur le point de faire face à un procès antitrust aux États-Unis dès mars. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir qu'il est interdit pour une marque euh, de, euh, de collecter les données personnelles de leurs clients à des fins publicitaires. D'accord? Euh, voilà, il faut que, voilà, on appelle ça de la concurrence déloyale, d'accord? Il faut que les concurrents aient une chance de proposer des publicités, voilà, avec du référencement, internet, etc., aux clients de n'importe quelle marque pour forcément faire marcher le principe de la concurrence, d'accord? C'est important. La concurrence est très important pour maintenir ah mince, pour maintenir des exigences élevées, etc., etc. Et bien en fait Apple, eux, ce qu'ils ont fait dans le dos, sans le dire, etc., ils n'ont pas le droit. C'est contraire au règlement de RGPD européen. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'en fait, eux, ils récupéraient des données de leurs clients pour leur proposer des solutions de publicité. Ok? Grâce aux données qu'ils ont normalement pas le droit d'avoir sur leurs clients. Donc du coup, ça on appelle ça de la concurrence déloyale par rapport à du coup des données personnelles. Et donc du coup, ils ont un procès qui pourrait, voilà, dès mars. Donc là, voilà, on arrive vers février. Donc dans un mois à peu près, on pourrait avoir un procès sur Apple. Donc ça, plus le fait qu'ils ont des montres qui soient à l'arrêt, on le voit hein, graphiquement, on pouvait s'attendre à des plus bas, et forcément là, la fondamentale nous donne raison. Donc du coup, il y a certains brokers qui permettent de shorter, donc de vendre des actions avec effet de levier. Donc si toi, tu as ton broker qui te permet de vendre Apple avec un effet de levier, eh bien, prendre une vente sur Apple pour les prochains mois, prochaines semaines, est une bonne décision techniquement et fondamentalement. Donc je vais essayer de te montrer comment tu pourrais trader ça sur le graphique Apple. Hop, donc comme tu le vois ici, on a une belle distribution toute ici, ok. On a une trendline ici, avec le plus bas de la trendline ici, donc ça fait office de trading range. On a une prise de liquidité, deux prises de liquidité, un BOS. Donc comment tu aurais pu intervenir? Tu aurais pu intervenir sur l'entrée du bloc à ce niveau-ci. On l'a pas sélectionné. Donc sur l'entrée du bloc institutionnel à ce niveau-ci. Donc tu vois ici, ça c'est vraiment la dernière hausse avant la chute. Ok, donc on va la mettre en graphique, enfin avec le code couleur bloc institutionnel. Donc tu t'aurais pu rentrer sur le bloc institutionnel avec un SL au-dessus, ok, et venir target minimum la trading range, ok. Donc moi vraiment je vois Apple perdre jusqu'à maximum, ouais, entre 19-20% de sa valeur. Minimum, je les vois perdre 13%, d'accord, avec le procès qu'il va y avoir, tout ça, enfin ils vont être dans une, voilà, ça va être médiatisé bien sûr, donc du coup, forcément, baisse de confiance dit que ça va chuter en termes d'action. Après, Apple restera toujours bullish sur le long terme, d'accord. Comme par hasard, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que ici on a un bloc institutionnel non mitigated, ok, qui correspond peut-être à un POI monthly, voilà, très bien. Tu vois, tu as ce POI là. Ok, donc comme par hasard, peut-être que le prix va revenir à l'intérieur et venir faire des plus hauts, mais on restera toujours bullish, hein, d'accord. On aurait toujours un low à ce niveau-ci,
ok, et un high à ce niveau-ci, ok, un retracement, voilà. Tu vois, tout a un sens, tout est pricé, ok. Donc t'aurais pu prendre position à ce niveau-ci, mais tu aurais également pu prendre position, hop, au 50% du bloc, ok. Tu vois que le prix est revenu au 50% du bloc ici, ok. Tu aurais pris position ici, donc tu aurais eu un meilleur ratio. Jusqu'à la trading range, ça fait un ratio de 7, ok. Et là, tu serais en positif, tu vois. Et tu aurais pu également rentrer sur un POI intéressant, donc on pourrait avoir, hop, si on va en 3 jours, 2 jours, ok. Tu vois qu'ici, il reste un petit peu d'imbalance à ce niveau-ci, pouf. Tu vois, entre ces deux bougies, il reste un petit peu d'imbalance. Donc tu aurais pu rentrer sur le POI ici, avec bien sûr un SL au-dessus du bloc institutionnel. Ok, et là tu serais en train de faire, de faire des profits. Tu aurais un ratio final de 6, et là en l'attend tu serais à 0,08%, ok, de gain. Donc tu vois, quand tu vois quelque chose sur une action ou quoi, ou même une crypto ou un forex, etc., il y a toujours une raison fondamentale derrière. Et là, la raison fondamentale, elle est là, hein, d'accord, c'est tout ce que je t'ai lu ici. Donc tu vois, c'est intéressant, ça te montre comment tu peux intervenir sur le graphique techniquement avec des informations fondamentales derrière. On va parler de la mer Rouge, il y a quelques nouveautés. Donc le transit des navires commerciaux par le canal de Suez a chuté à son niveau le plus bas depuis que l'Ever Given a bloqué la voie navigable, il y a à peu près 3 ans. Donc ça, je t'en ai parlé dans la vidéo, pareil, je t'invite à la regarder. Dans la vidéo concernant la mer Rouge, je t'explique d'où est parti le conflit, pourquoi, les potentiels impacts sur le pétrole, etc. Voilà, je t'explique tout là-bas. Et je te parle du cas de l'Evergiven justement. Et donc du coup, là, exactement ce que j'avais prévu, on est arrivé à un niveau de plus bas de transit de navires commerciaux depuis cette histoire-là qu'il y avait avec l'Evergiven. Soulignant à quel point les attaques contre les navires à proximité de la mer Rouge redirigent le commerce mondial vers une route plus longue et plus coûteuse. Donc ça pareil, je t'en ai parlé dans la vidéo dédiée. Je t'invite à aller la voir. Et du coup, on a une baisse historique et ça prend une tournure inquiétante militairement parlant. Donc pareil, dans la vidéo, je te dis que moi, j'avais peur un petit peu en termes de militaire, hein, parce que bah, il n'y avait rien qui montrait que ça allait s'apaiser. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et donc, tu as le chef des Houthis qui a déclaré: c'est un honneur pour notre peuple d'être confronté à une telle confrontation avec ces forces du mal. Donc a déclaré jeudi Abdul Malik Al-Houthi, chef du groupe militant soutenu par l'Iran, dans un discours télévisé. Donc qui sont les forces du mal selon lui? Donc il a cité les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël. Ok. Les Houthis sont désormais en confrontation directe avec ces trois groupes et prennent des mesures pour renforcer leur capacité militaire. Donc tu vois, il n'y a rien qui montre que le conflit va se gérer calmement. Il va y avoir des bombardements, des morts, voilà, militaires, etc. Et donc du coup, forcément, ça va avoir un impact sur... on va avoir un impact sur le pétrole et on va pouvoir voir de suite l'impact que ça a eu. Ça fait longtemps que j'attends une hausse du pétrole. Je le dis dans la vidéo concernant sur la mer Rouge. Je te dis que j'attends des plus hauts. Et bah, on va voir de suite ce que ça a fait, hein, si j'avais raison ou tort. Donc voilà, je sais pas si tu te souviens, mais on en était, au moment où j'ai sorti la vidéo sur la mer Rouge, on en était à peu près par là, voilà. Où je te disais que là, pour moi, il y avait une distribution, une accumulation, ok, trendline, on a cherché une fois, deux fois, BOS, et que je m'attendais à un retour soit là-dedans, soit, donc bah, tu vois, là, la zone, elle est encore tracée, et donc tu vois que ça a fait des plus hauts depuis la zone, et depuis le conflit outil, voilà, on a eu une augmentation du prix du pétrole qui a été de son plus bas à son plus haut, on a eu une augmentation de 17%. Donc je t'avais dit que moi, je voyais soit jusqu'à là, ok, soit si jamais le conflit dure plus longtemps, une cassure, ok, du Protected High H8 pour venir potentiellement dans ce POI là ou ce POI là. Donc là pour l'instant la première target que je t'avais définie dans la vidéo sur la mer Rouge a été atteinte, d'accord. Donc voilà, tu aurais bien pu, tu vois, encore une fois, voilà, on a des informations fondamentales. Et si on arrive à faire le lien derrière avec ce qui se passe sur les matières premières, le forex, enfin, tout ce qui est tradable, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, d'accord. Donc tu vois ici on a créé une trendline, on est venu chercher et hop on a fait des plus hauts. Donc voilà, tu aurais pu acheter quelque part dans cette zone là, hop, avec un SL en dessous de la zone et venir target là-haut, tu aurais eu un ratio de 8 et tu aurais fait voilà, 8% à peu près globalement en 8 jours. Donc tu vois, tout a un lien en fait, ok. Quand je te fais des vidéos fondamentales, faut que tu essayes toi de ton côté de réussir à faire des liens de plus en plus voilà, autonome sur qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Et donc du coup tu vois que ça t'offre des rendements élevés et des probabilités d'exécution de tes analyses très très élevées. Et donc du coup comme tu le vois là dans ce discours-là, tu as le conflit qui va durer plus longtemps que prévu. Enfin là, c'est pas près de se
de s'arrêter. Donc du coup, moi, j'opte plutôt pour une cassure de ce high et venir chercher des plus hauts, donc potentiellement là-dedans ou là-dedans. Donc on pourrait avoir une augmentation du pétrole à l'heure actuelle où je te parle d'encore soit 5% ou ça pourrait aller jusqu'à 13%. Donc du plus haut au plus bas, on aurait une augmentation de 30%, d'accord, si jamais on atteint la zone qui, selon moi, est probable là-haut. Donc voilà pour le pétrole et la mer Rouge. Donc maintenant on va parler du cas de Spirit et Boeing. Donc je sais pas si tu te rappelles dans une précédente vidéo ou dans le Discord, il me semble que c'était dans le Discord, dans les rapports fondamentaux que je te fais quotidiennement. Je t'avais parlé de Boeing et Spirit. Donc Boeing c'est une entreprise aérienne, hein, je pense que tu connais, hein, transport aérien. C'est le concurrent de Air France. Airbus, pardon, Air France, je confonds toujours les deux, c'est le concurrent de Airbus. Et en fait, il y a eu une porte en plein vol de Boeing qui s'est enlevée. Et ça, c'est dû à des boulons qui étaient pas bien vissés. Et forcément, les boulons viennent de la société Spirit. Donc les actions de Boeing et Spirit ont fortement chuté à la suite de l'accident d'Alaska Airlines, une surveillance accrue des régulateurs étant susceptible de ralentir la livraison de la production. Donc là tu vois que on voit en bleu c'est Boeing, ok, et en noir c'est le fournisseur d'équipements pour créer les avions, Spirit Aerosystem. Et donc du coup tu vois que les deux ont chuté en l'espace de 2 semaines, même pas, de 20%. Ils ont perdu 20% de leur valeur, ok. Euh, et là, on a le SP500 dans le secteur industriel, donc lui qui a stagné, d'accord. Donc on voit que ça, c'est enfin, il y a eu un impact énorme sur tout ce qui est Boeing et Spirit. Et ensuite, Spirit, c'est encore plus chose qui se passe pour eux, étant donné que bah, eux, ils sont directement liés à ça, d'accord. C'est de leur faute, hein, entre guillemets. C'est leurs matériaux qui ont été défectueux entre guillemets, et donc du coup bah, forcément eux il y a une baisse des demandes, il y a un gel de certains produits, etc., etc. Et donc du coup les actions Spirit ont clôturé en baisse de 50%, de près de 50% mardi, puis ont encore chuté de 24% au milieu de matinée. Donc on va aller voir de suite comment on aurait pu profiter entre guillemets de ce malheur là sur ces deux entreprises là. Donc nous voilà sur le graphique de Boeing, la compagnie aérienne. Et donc du coup tu vois que ça s'est passé dans le week-end du 6-7 janvier. Et donc du coup tu vois que déjà à l'ouverture du marché, Boeing a perdu 8%, ok, dès l'ouverture du marché. Ça, comment on aurait pu le voir? Donc tu aurais pu prendre une vente, d'accord. Tu aurais pu prendre une vente, tu vois ici on se situe dans les derniers ordres acheteurs de tout ce mouvement baissier, ok. Et tu vois qu'on avait une overextension, d'accord. Là on avait une grosse overextension, il fallait un retracement. Et si tu vas en H1, ok, si tu vas en H1, ok, tu aurais pu voir une distribution ici, ok. Donc tu vois à ce niveau-ci un support, on vient au-dessus, ok, on a un BOS et après le prix part. Donc toi tu aurais pu rentrer par exemple, au BOS à ce niveau-ci, ok, avec un stop au-dessus de la liquidation et venir target par exemple un bloc institutionnel. Voilà, celui-là par exemple, ce gros bloc. Donc tu aurais eu un ratio de 7 qui aurait été atteint. Ok, mais ça s'est passé avant la catastrophe, cette distribution-là. Ok, pendant la catastrophe, donc là on a ouvert à ce niveau-ci, donc le gros gap. Là c'était là où s'est passé la catastrophe, c'était le week-end. Ok, t'as eu des informations, enfin je t'ai donné des informations sur Discord comme quoi il y allait avoir une enquête plus poussée, un gel de certains types d'avions Boeing, etc. Donc tu pouvais te dire, si tu réfléchissais, te dire, bah, du coup on va pas avoir une action Boeing qui va augmenter, ok. On est plus sur une chute. Donc du coup, voilà, au moment où tu as eu l'information, on était voilà, la première semaine suite à l'incident, ok. Hop, voilà, je t'ai donné l'information le lundi, ok. Donc voilà, imaginons le lundi, voilà, tu as eu l'information, tu as vu qu'il y a eu ce gap. Tu pouvais te dire facilement que bah du coup là Boeing avec ce qui se passe, le gel des flottes, etc., on n'allait pas avoir des plus hauts, on était plus en termes de probabilité sur des plus bas pour revenir sur ce gros bloc, ok. Donc tu aurais pu te dire, ok, si jamais tu avais loupé ce mouvement là, ok, parce qu'il faut quand même être dessus, c'était avant la news, etc. Tu aurais pu te dire, bah, j'attends une autre distribution, ok. J'attends une autre distribution pour rentrer potentiellement à la vente, ok.
Là, qu'est-ce que tu as? Donc, tu vois, hop, tu vois que là, voilà, on est sur une distribution qui prend du temps. Là, qu'est-ce que tu dis? On est en train de créer une trendline ici, tu vois. Donc là, tu as le temps de la voir venir, hein. C'est une distribution qui dure plusieurs heures, plusieurs jours même. Là, voilà, on a un jour, presque 2 jours entre les deux. Et là, tu te dis, ok, on a une prise de liquidité. S'il y a un BOS, ok, qui se situe potentiellement, tu pourrais prendre le BOS ici. Hop, rentrer en vente, ok. Rentrer en vente ici avec un stop au-dessus de la liquidation, ok, et venir chercher des plus bas, ok. Donc tu aurais un ratio de 4, tu vois, c'est 4%. Si tu prends 1% de risque, ok, là tu serais dans le trade, ok. Là tu serais dans le trade, très bien, tu serais rentré. Et donc du coup là, tu aurais mêlé technique, ok, tu vois un ralentissement, tu vois qu'il se passe quelque chose, une liquidation, etc. Tu sais que fondamentalement parlant, les flottes des avions vont être arrêtées, ça va prendre du temps. Du coup, tout est ouvert pour prendre des ventes, ok. Si ton broker te permet de vendre l'action Boeing, ok, avec effet de levier, c'est possible. Et qu'est-ce que tu vois qui se passe? Bon, on va faire défiler le marché. Bon, par contre, ça bug, on va monter en time frame. Ok, on va aller en 12 heures, ok. Qu'est-ce que tu vois qui se passe? Bon, voilà, très bien. Voilà. Donc là, tu vois, tu aurais atteint ton TP final en 6 jours. Tu vois, 6 jours, 1%, si tu prends 1% de risque, tu aurais fait 4% en 6 jours. Ok. Donc là, c'est un autre exemple pour te montrer comment c'est possible de bénéficier d'une news, donc qu'elle soit positive ou négative, sur une action, etc. Tu vois, tout est pricé, d'accord? Tout est pricé. Comme par hasard, ici, on a une news très mauvaise pour Boeing. Hop, à l'ouverture du marché, ils perdent voilà, 7-8%. Ici, on ralentit, on crée une trendline, on vient les liquider une fois, deux fois, BOS, tu rentres et hop, le marché s'effondre. Et donc, du coup, tu vois que toi, t'es rentré au bon moment, t'as eu le bon timing et t'as pu faire de l'argent grâce à une news que tu as eu dans le Discord. C'est pour ça que c'est important pour toi de regarder dans le Discord très souvent dans l'onglet rapport fondamental tout ce que je sors, étant donné que ça a à chaque fois un impact sur les marchés. Et pour finir, je vais te parler de la crise que j'appelle des faux riches. Donc tu as eu une crise du secteur du luxe. Donc je vais te lire l'encart ici. Donc l'ensemble du secteur du luxe souffre des conséquences des dépenses excessives des consommateurs pendant la pandémie. Mais Burberry est plus exposé que la plupart car il vend à des personnes simplement aisées, plutôt qu'à des super riches. Ces consommateurs ambitieux, d'abord aux États-Unis et maintenant en Europe, sont les plus soumis à la pression de l'inflation, de la hausse des coûts d'emprunt et de la suppression des emplois. Ok. En gros, en d'autres termes, donc attends, les ventes comparables de Burberry aux États-Unis ont chuté de 15% au cours du trimestre clos le 30 décembre. Donc en fait, en d'autres termes, pour expliquer ça, là en rouge, tu as les marques qui vendent selon moi, les faux riches. Ok. Les influenceurs, les ci, les ça qui veulent faire les cakes sur internet et sur les réseaux et qui sont pas réellement riches. Ok. Donc du coup, quand il y a de l'inflation, quand il y a une hausse des prix, ben forcément ça les touche directement au niveau du portefeuille, donc ils peuvent plus trop acheter des marques. Du coup, tu vois que là, Burberry, on est en bleu, on est en chute. Là, Kering, on est en chute également. LVMH, on est en chute. Par contre, tout ce qui est Hermès, Prada, Brunello Cucinelli, on est sur du très riche, ok, des super riches, tu vois, des multimillionnaires, multimilliardaires. Donc forcément, ils sont moins soumis à l'inflation, ok. Un multimillionnaire ou un multimilliardaire qui ait de l'inflation ou pas, s'il veut s'acheter un t-shirt à 1000 ou 2000 ou 10 000 euros, il se l'achète, ok. Donc tu vois que ces entreprises se portent plutôt pas trop mal, tu vois, par rapport à ces trois qui chutent, d'accord. On a Hermès qui, voilà, chute un petit peu, mais reste quand même très élevé par rapport aux autres. On a un Brunello Cucinelli qui augmente, ok. On voit que, voilà, ils sont quand même au plus haut à peu près depuis pas mal de temps, depuis un an et de leur année. Et par contre, au contraire, on a du Burberry qui chute, du LVMH qui chute, du Kering qui chute par rapport à ces trois. Donc en fait, la différence, c'est que il y en a ces trois qui vendent aux faux riches. Ok. Et tu le vois, hein, c'est pas un oui, la jalousie, faux riche, etc. Non, pas du tout, c'est juste des statistiques. Tu vois, si jamais LVMH, Burberry et Kering vendaient réellement à des gens qui ont beaucoup d'argent, ils seraient pas en chute comme ça, ok. On serait à peu près au même niveau, d'accord. On serait par là, ok. Sauf que là, il y a tout qui chute, ok. Tu vois que voilà, depuis le début de l'année, on est en chute, ok. Euh, Parce qu'ils vendent aux personnes qui sont un petit peu aisées, qui essaient de paraître riches, ok. Donc c'est pour ça que moi j'appelle les faux riches, ok. Donc voilà, et dont on a Burberry qui a chuté de 15% au cours du trimestre. euh, qui s'éclot le 30 décembre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions dans le Discord de la formation, pour si jamais il y a des choses que t'as pas compris, des choses où je suis passé un petit peu rapidement, etc. Et surtout, entraîne-toi. Bon, ça va être difficile au début, mais tu vas arriver de plus en plus. Au début, tu vas te tromper, etc. Mais quand j'envoie des choses, des données fondamentales,
essaye de faire le lien sur tes graphiques, sur ce que tu peux potentiellement voir, ce que ça peut engendrer comme mouvement sur les graphiques par rapport à ce que je te donne comme info fondamentale. Au début tu vas avoir du mal, mais petit à petit tu vas réussir à avoir cette gymnastique là, cette logique là, et donc du coup tu vas réussir à faire des belles performances sans que j'ai à te dire, sans que j'ai à te montrer un petit peu. Moi l'objectif pour moi c'est pas que tu suives des signaux ou quoi, c'est vraiment que tu sois indépendant. Donc l'indépendance passe par le travail. Donc faut s'entraîner à faire, moi, tu vois, avant de pouvoir faire des liens comme ça, je me suis entraîné, je me suis trompé beaucoup au début, mais maintenant bon, ça va de mieux en mieux. Donc voilà, je te dis à très bientôt, passe une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, et puis bah, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.